Bonjour à tous et à toutes, et je suis heureux de vous retrouver pour cette deuxième journée de Sontexpo 2025 ici sur le plateau télé de FHP Direct. Et nous poursuivons nos rencontres, nos analyses, nos échanges, nos réflexions sur l'évolution du système de santé et du système social. Et pour cette première séquence de la journée, j'ai beaucoup de chance de traiter d'un sujet important. Vous allez voir, le titre est un peu technocratique, mais c'est les 80 ans de la sécurité sociale. Quel modèle social pour la soutenabilité de ce système? Et pour traiter assez rapidement, il faut le convenir, ce sujet très vaste, je reçois Marguerite Cazeneuve. Bonjour, vous êtes la directrice générale de l'assurance maladie. Directrice déléguée, oui. Directrice générale déléguée de l'assurance maladie. Nous recevrons le directeur général Thomas Fathomme un petit peu plus tard. Et puis, Guillaume Dedé, vous êtes économiste, vous êtes médecin, vous êtes économiste de la santé et vous travaillez à la division santé de l'OCDE. Alors l'OCDE, ça produit des tas de rapports, mais des tas de rapports absolument passionnants sur les comparaisons entre les systèmes de santé, et nous vous interrogerons tout à fait spécifiquement sur ce sujet. 80 ans de la sécurité sociale, 45 2025, 80 ans. D'abord, vous ne faites pas votre âge, hein, bravo. Je vous remercie. Je porte bien les 80 ans. Ouais. 80 ans, c'est quand même effectivement un bel âge. Hein. C'était la création de la sécurité sociale, tout le monde le sait, ou à peu près. C'était juste après la Seconde Guerre mondiale, avec des ambitions et des objectifs de développement social, hein, et notamment, évidemment, de santé. On pourrait se demander qu'avez-vous fait de ces 80 ans, vous, mais également vos prédécesseurs. On pourrait dire que c'est un bijou de la couronne, enfin, ou de la République dans notre pays. Les Français sont assez d'accord, d'une manière générale, pour défendre l'idée de la sécurité sociale, mais pour autant, il y a quand même évidemment des critiques. Grosso modo, là, pour nous mettre en jambes ce matin, qu'est-ce qu'on en a fait de ces 80 années ? Je crois, déjà, le système de sécurité sociale, il a traversé la 4e République, la 5e République. Donc 80 ans, ce sont 80 années où il s'est passé pas mal de choses quand même. Et puis, voilà, la sécurité sociale, elle a été percutée par la crise Covid, percutée par des crises financières. Elle est bouleversée par un certain nombre d'effets démographiques, d'effets économiques, et elle est toujours là. Et comme vous l'avez très justement rappelé, c'est sans doute l'institution à laquelle les Français sont les plus attachés. Et donc c'est très important, au-delà des leviers dont on va discuter, pour garantir sa soutenabilité dans la durée, pour garantir et sécuriser son avenir, de rappeler ces grands principes fondateurs, dont le principal est l'universalité. L'universalité, c'est-à-dire que chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Ça, c'est vraiment le principe cœur de la sécurité sociale, le principe cœur de l'assurance maladie. Un système universel de protection sociale. Alors, avec, évidemment, on le sait, mais c'est bien de le rappeler, parce que parfois on l'oublie, on parle de santé, ça c'est ce que l'on va faire, mais aussi de retraite, aussi de solidarité, aussi de famille, de politique familiale. Évidemment, avec des incidences sur le travail, c'est souvent ça d'ailleurs qui est sujet de conversation ou de discussion, voire de polémique avec ceux qui seraient plus libéraux, enfin, qui voudraient surtout assurer une compétitivité du travail. C'est quand même ça, un des grands enjeux idéologiques et politiques sur la sécurité sociale. Je ne crois pas que le modèle de la sécurité sociale en soi soit menacé compte tenu de son ancrage très fort, mais vous l'avez dit, il y a eu des évolutions. Il y a 5 branches dans la sécurité sociale, la dernière étant celle de l'autonomie qui a été créée récemment. Et donc, c'est vrai, c'est une particularité, c'est que la branche, enfin le chômage, l'assurance chômage ne fait pas partie de la sécurité sociale, mais a des fonctionnements qui sont assez similaires, avec un système de cotisation, de protection. Et donc, voilà, ça fait partie peut-être des évolutions à venir, l'intégration du chômage dans le cercle de la sécurité sociale. Les grands débats, on va venir à la santé, mais enfin les grands débats, par exemple, sur le travail et la vieillesse, notamment d'ailleurs, c'est évidemment la question de répartition ou de capitalisation. Ça, c'est un vrai sujet.
Je dis ça parce que j'interrogerai Guillaume Dedé sur les grands enjeux mondiaux en réalité. Ouais, sur la capitalisation, je dois dire que je ne comprends pas bien le sujet. En fait, on ne peut pas sortir d'un système par répartition. On aura l'occasion d'en débattre. Je viens ici en tant qu'assurance maladie, donc c'est en tant qu'assurance maladie que je vais vous répondre. Mais pour bien connaître la question des retraites, je suis un peu circonspecte de la manière dont ce sujet est présenté. On ne sort pas d'un système par répartition. Parce qu'il faut bien payer les retraites de ceux qui vont arriver à la retraite. Donc si chacun commence à payer pour lui-même, notre système ne tient pas. Ce qui suppose en revanche de réévaluer un certain nombre de paramètres pour qu'on ait suffisamment de cotisants pour payer les pensions de ceux qui partent à la retraite. En revanche, effectivement, ce débat qui a surgi, je ne suis pas certaine en tant qu'experte modeste du sujet d'en comprendre totalement les débats. Oui. Ça, c'est peut-être, d'ailleurs, je crois que Guillaume Dedé pourrait y revenir tout à l'heure, enfin, dans notre entretien, c'est qu'en réalité, les systèmes sociaux sont extrêmement ancrés dans nos sociétés, dans nos habitudes. C'est-à-dire, quand vous dites on ne peut pas changer, on peut peut-être faire évoluer quand même. Mais enfin, il y a une culture, notre pays notamment, est quand même très fondé sur la culture de la sécurité sociale, du social. Et selon vous, ça ne peut pas être vraiment remis en cause? Alors, moi, je ne souhaite pas que ça soit remis en cause. Je pense que ça serait une erreur sociétale, sociale et économique de le remettre en cause. De remettre en cause ses principes, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas en modifier un certain nombre d'éléments. Je pense qu'effectivement, la raison pour laquelle la sécurité sociale a survécu pendant 80 années, c'est parce qu'elle a bougé, elle a évolué, elle s'est agrandie, elle s'est réformée. Il faut qu'on continue de le faire pour les années à venir. En revanche, le principe de la retraite par répartition, je vois mal comment on sort d'un système par répartition. C'est la question qui est posée. Et je ne souhaite pas, par ailleurs, pour ce qui relève de l'assurance maladie, qu'on sorte d'un système d'assurance maladie obligatoire qui couvre et qui solvabilise environ 80% des dépenses de santé, ce qui est le modèle français. Pour autant, on ne peut pas non plus ne pas noter qu'il y a beaucoup de coûts, trop de coûts, beaucoup de déficits, et de notre côté quand même dire également que l'on entend que la sécurité sociale, ça n'est plus aussi performante que l'on pourrait souhaiter qu'elle le soit. Enfin, il y a les deux positions. Hein, alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais une sécurité sociale non performante. C'est pour ça que vous êtes là, c'est pour nous expliquer. Mais en tout cas, notre système de protection sociale, le système de sécurité sociale en tant qu'organisation de redistribution, de reversement de prestations, etc., il est extrêmement efficace. On a des coûts de gestion extrêmement faibles. Donc la sécurité sociale et les différentes caisses de sécurité sociale qui travaillent à l'allocation, la perception des cotisations et le reversement des prestations en nature et en espèces, il est extrêmement efficace. Oui, enfin vous savez que quand même on dit il faudrait, pour améliorer sa propre couverture, aller vers des assurances, des mutuelles. Enfin ce débat, vous ne remboursez qu'une partie. 80% des dépenses 80, de santé. Ouais. C'est énorme. Il en reste 20. Il en reste 20 et c'est pour ça qu'il y a aussi des organismes complémentaires. Donc la question, c'est que certains voudraient voir peut-être évoluer, voire disparaître. Enfin, ce débat, il existe. Absolument. Oui, absolument. Mais donc la question, c'est en tout cas aujourd'hui notre modèle, c'est un modèle où l'assurance maladie obligatoire, c'est obligatoire. Elle couvre 80% des frais de santé. On a progressé depuis 10 ans, progressé dans le sens où il y a 10 ans, on était plutôt à 75% des dépenses de santé, on est à 80% aujourd'hui. Et donc, c'est une des questions de société qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que le bon niveau de couverture de la dépense de santé par l'assurance maladie obligatoire, c'est 80%. Ça, c'est un vrai sujet qu'il faut mettre au débat, puisque effectivement, comme les dépenses de santé augmentent très vite, ça induit une dépense galopante pour l'assurance maladie obligatoire. C'est bien parce que Margrethe Cazeneuve fait les transitions. Donc, vous dites quand même que les dépenses augmentent très très vite et Absolument. même de manière assez inquiétante. On nous a dit ici même hier qu'en dehors de périodes de crise, nous n'avions jamais eu autant de déficit. Nous sommes à 15 ou 16 milliards à peu près, 18 milliards probablement dans 1 ou 2 ans si rien n'est fait ou si rien n'est bien fait. Enfin, etc. Donc, quand même, des déficits extrêmement lourds et on nous dit, effectivement, très inquiétants.
Alors moi, je partage absolument ce constat. Je pense qu'on est dans une situation inédite, c'est-à-dire que jusqu'à présent, l'assurance maladie, elle a connu des crises, à la fois les crises financières, le Covid, etc., qui ont généré des chocs conjoncturels, induit des déficits très forts, mais qui arrivaient ensuite à être résorbés. On a aujourd'hui un déficit structurel de 15 milliards d'euros, avec en plus par ailleurs des perspectives qui sont des perspectives de dégradation du solde de l'assurance maladie. La sécurité sociale aujourd'hui, c'est 18 milliards de déficit, donc 15 milliards de déficit sur la branche maladie. Donc ça, c'est un enjeu absolument fondamental et c'est la raison pour laquelle cette année, l'assurance maladie va présenter un rapport chargé produit qui est le rapport qu'on sort annuellement à destination du gouvernement et du Parlement pour préparer le PLFSS de l'année d'après. Cette année, on va faire un numéro un peu exceptionnel pour essayer de présenter un maximum d'options et de scénarios pour retrouver l'équilibre pour la branche maladie et surtout tenir cet équilibre dans la durée. Et c'est quoi les grands chantiers, là, justement, que vous ouvrez? De toute façon, la santé, c'est immense. Hein, donc, c'est à la fois l'organisation des soins, les rentes, les arrêts de travail, les médicaments, voilà, le mésusage. Alors, c'est plutôt des mesures structurelles ou des mesures... Alors, vous savez, ici, on dit beaucoup, parfois, évidemment, pour chasser cette idée, ou des économies de rabot. Moi, j'aime beaucoup ce terme. Là. Tout le monde utilise un instrument, certains des sécateurs ou des tronçonneuses, et puis nous, c'est le rabot. À notre mesure. Mais enfin... Alors, rabot, en fait, un rabot, pour moi, c'est une mesure de baisse de tarifs qui est prise à la dernière minute parce qu'on n'a pas trouvé d'autre solution. Là, ce qu'on essaie de faire, est-ce que tous les économistes et les statisticiens de l'assurance maladie, ainsi que les équipes métiers, ont travaillé à faire pour ce rapport, c'est vraiment de proposer des mesures structurelles. Certaines impliquent des modifications tarifaires, puisque le système de santé, il crée aujourd'hui des rentes économiques dans certains secteurs. Donc ça, il faut aussi qu'on l'admette, qu'on le reconnaisse, qu'on le présente. Mais on va arriver avec un rapport extrêmement documenté sur la situation du système de santé, avec des solutions qui seront des solutions à la fois de pertinence en matière de prévention et puis pour certains champs d'ajustement tarifaire, mais ce n'est pas nécessairement du rabot. Ça peut être voilà, un juste rééquilibrage de l'économie d'un secteur. Alors je me tourne vers vous, Guillaume Dedet. Donc vous êtes économiste, médecin, économiste à l'OCDE. Est-ce que ces sujets que nous abordons là sont des sujets partagés dans d'autres pays voisins, comparables, européens évidemment, mais aussi, bon, on se compare toujours. Alors heureusement, maintenant, on commence à se dire qu'on est peut-être même mieux que les anglo-saxons ou les américains qui ont l'air de faire beaucoup d'annonces bizarres. Mais enfin, cela étant dit, on disait par ailleurs que nos systèmes sociaux sont très ancrés dans la réalité en fait, de nos sociétés. Est-ce que tous les pays ont à peu près les mêmes inquiétudes ou les mêmes sujets d'ailleurs, ou également de satisfaction finalement? Pour faire une réponse rapide, oui. C'est évident, l'ensemble des pays de l'OCDE font face au même contexte macroéconomique et aux mêmes enjeux en termes de population et de besoins de santé. Vieillissement de la population, augmentation des maladies chroniques, coût évidemment de l'innovation et des technologies, transformation des attentes et des perceptions des citoyens. Donc il y a vraiment une communauté, j'ai envie de dire, de destin dans l'ensemble des pays de l'OCDE sur ces questions. Je voudrais juste rebondir, avant que je continue mon propos, sur l'attachement des gens à leur système de protection sociale en général et système de santé. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans l'ensemble des pays de l'OCDE. On a fait des études et des analyses là-dessus. On a demandé aux gens quels étaient les domaines dans lesquels ils acceptaient ou ils accepteraient d'être plus taxés, plus imposés. Et le sujet qui revient toujours en tête, à plus de 70% des gens interrogés dans les pays de l'OCDE, c'est la santé. C'est-à-dire qu'il y a une propension, une acceptation de la dépense dans la santé, ou en tout cas de l'effort consenti pour la santé qui est majoritaire dans l'ensemble des pays de l'OCDE. Et ce, même quand on leur explique qu'est-ce que ça représenterait financièrement pour eux. C'est-à-dire on dirait, ben voilà, ça va faire 3% de votre fiche de paye en moins de faire ça. Et même en faisant ça, la santé reste en tête et la santé reste largement plébiscitée par plus de la majorité des gens. Donc c'est vraiment quelque chose, comme je dis, il y a vraiment une communauté de destin et un sujet commun. Maintenant, en termes des vrais enjeux à venir,
le mur budgétaire, enfin la pression fiscale dans les systèmes de santé, c'est une évidence. C'est-à-dire qu'en gros, pour nous, dans nos projections, on passe en gros à plus 3% de PIB d'ici 2040 dédié à la santé si on ne fait rien, juste sur du tendanciel. Plus 3%. Je vous coupe simplement pour qu'on comprenne bien, qu'on soit un peu pédagogique. C'est plus 3% à partir de son niveau actuel, mais qui est très différent. Nous, on est à 12%, c'est ça. On est quand même toujours premier en Europe. Deuxième ou troisième, il y a l'Allemagne et la Suisse avant. Ah oui. On est très proche on est sous votre contrôle, on est très proche de l'Allemagne, de la Suisse, du Japon. On est le pelon de tête. Et puis après, il y a les États-Unis qui sont à 19%. Ouais. Voilà. Et alors, puisque vous vous occupez de pays européens, hein, c'est ça, l'OCDE, c'est... Non, c'est l'ensemble des pays. C'est la transformation du plan Marshall. Donc il y a les États-Unis, l'Australie, etc. Oui. Enfin, je vous disais ça parce que on va reparler un peu des États-Unis, si vous le voulez bien. Donc, effectivement, c'est plus 3%, mais avec des différences, par exemple en Europe, avec des pays qui sont dans la communauté européenne, donc assez comparables, enfin en tout cas qui nous sont proches, qui sont beaucoup, beaucoup plus bas. Par exemple, les pays Roumanie, Pologne, etc., les pays de l'Est, c'est quoi les niveaux ? On est plutôt proche de 7%, 7-8% dans ces pays-là, ce qui pose la question de savoir, alors nous on a énormément de mal à répondre à ces questions, quel est le bon niveau de richesse dédié à la santé dans les pays ? Oui, c'est ce que j'allais vous poser. C'est très difficile de répondre à ça. Ce qui est certain, c'est que 12 c'est beaucoup, 8 c'est peut-être pas assez, donc il y a certainement quelque chose à trouver entre les deux, mais dans le fond c'est pas très important. La question c'est qu'est-ce qu'on en fait de cet argent-là ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, on peut faire, nous quand on croise des données de qualité des systèmes de santé, ça peut être l'espérance de vie, ça peut être, je sais pas, n'importe quelle métrique que vous voulez de qualité par rapport au coût du système. On a des pays qui font aussi bien avec des dépenses moindres. Donc ça veut dire qu'il y a un enjeu autre que l'argent dans ces sujets-là. Et alors en général, nous, pour 80% on a la Sécu, mais enfin 20% on a des intérêts privés, mutuelles ou assurances. Et globalement dans les autres pays comparables, comment ça se passe ? C'est à 75%. En fait, la France est mieux disante sur le sujet. Alors 80% des dépenses santé qui sont sociabilisées, enfin publiques, quel que soit le format, c'est beaucoup plus, enfin c'est 5% de plus que dans la moyenne des pays de l'OCDE qui est à 75%. On est quand même globalement sur des niveaux hauts dans les pays de l'OCDE. On ne parle pas de pays en développement où on a 50, 60, 70%, 80% des dépenses qui sont à la charge directe des gens, des foyers, des ménages. Donc on est vraiment dans un système qui est très très protecteur publiquement en France. Si on rajoute en plus le fait que la complémentaire en France est une complémentaire quasiment obligatoire dans tous les cas, on a le reste à charge qui est le plus bas de tous les pays de l'OCDE. Oui, avec quand même des dépenses de mutuelles et d'assurance qui augmentent. Enfin, c'est souvent un sujet polémique. L'un ou l'autre. Allez-y, Marguerite Cazeneuve, chez nous. Les dépenses de santé augmentent. Donc, effectivement, quand vous représentez 12% de la couverture de la dépense, vous augmentez aussi. Après, l'ensemble des questions qui sont posées à l'assurance maladie obligatoire en termes de préparation du système de santé au mur qui arrive, qui a été très bien décrit en termes de pathologie chronique, de vieillissement de la population, etc. Les organismes complémentaires doivent aussi se les poser et l'efficacité de notre articulation entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire, elle est clé en termes d'efficacité aussi de santé et de résultats de santé pour la population à investissement constant. À votre avis, à court terme, enfin court ou moyen terme, on restera en France, dans notre pays, à peu près dans les mêmes participations publiques et privées, ça ne bougera pas beaucoup. Enfin, ne nous cachons pas, hein, je vous interroge sur le débat, est-ce qu'on fait la grande sécu 100% sécu, ou etc. Répondez-moi à ça. C'est un débat éminemment politique. Ouais. Mais nous, en tout cas, à paramètres constants, c'est-à-dire que ne serait-ce que si on veut conserver un niveau de solvabilité publique à hauteur de 80% de la dépense, garder un niveau dans le PIB autour de 11-12%, sans partir dans le décor, rien que ça, ça suppose des évolutions considérable dans la manière dont on appréhende notre système de santé et la santé des Français de manière générale. Marguerite Cazeneuve, on pourrait aussi augmenter les recettes. Vous êtes... oui, on n'est pas... Ce débat. Le président de la République a dit qu'il ne voulait pas augmenter les impôts, les charges, etc. Mais enfin, alors, certains le demandent. Nous, on n'est pas... Nous, on est l'assurance maladie. Donc, on est, en tant qu'institution, on va faire des propositions, des scénarios qui induisent
des moindres dépenses et puis des scénarios qui peuvent induire aussi une augmentation des recettes puisque ce qu'on a essayé de mesurer et qui est intéressant quand même, c'est que les recettes de l'assurance maladie, elles vont moins vite que le PIB. Elles vont moins vite que le PIB. Et ça, c'est quand même embêtant dans la mesure où, par ailleurs, les dépenses, elles vont plus vite que le PIB et que pour qu'on ait un système de santé durablement à l'équilibre, un système d'assurance maladie durablement à l'équilibre, il faut que et les recettes et les dépenses, grosso modo, tournent autour du PIB. Donc, oui. Comme malheureusement ces émissions sont courtes, je veux vous interroger sur deux sujets. Vous l'avez d'ailleurs cité, il y a les deux. Hein. Il y a le virage préventif. Est-ce que franchement, on peut attendre? Alors, je ne dis pas que la prévention n'est pas médicalement utile, mais est-ce qu'on peut vraiment attendre des économies à court terme ou à terme raisonnable de la prévention? Marguerite Cazeneuve, Guillaume Dedet. Et je vous poserai également sur les innovations et notamment la digitalisation, enfin, etc. Alors, très court terme, est-ce qu'on a un retour sur investissement dans l'année? La réponse, c'est non. Mais en revanche, là, ce dont on est en train de parler, c'est la soutenabilité de l'assurance maladie à 10 ans. Et donc, à 10 ans, on commence à avoir un ROI extrêmement intéressant, ne serait-ce que sur le dépistage précoce des pathologies chroniques, dépistage précoce des cancers, dépistage précoce de toutes les maladies cardiovasculaires et associées. Aujourd'hui, vous avez environ un tiers de ces pathologies, diabète, maladies rénales chroniques, etc., qui sont dépistées à un stade extrêmement aigu au moment d'une hospitalisation. Ça, normalement, notre système de soins primaires, il devrait les dépister beaucoup plus tôt. On devrait réussir à économiser toute la partie aval de soins extrêmement lourds. Et puis par ailleurs, c'est aussi ça qui fait la santé des populations. On a engagé une réforme très structurante sur la santé orale qui va aussi avoir des impacts importants. Sur le dépistage des cancers, honnêtement, on est encore loin. Mais le jour où on arrive à avoir un dépistage précoce universel de la totalité de la population aux âges clés, on aura un impact visible à 5 ans. Donc moi, j'y crois énormément. Je pense que sur la prévention secondaire, c'est-à-dire le dépistage et le diagnostic précoce, on a un ROI assez rapide. Et par ailleurs, évidemment, il faut qu'on investisse massivement sur la prévention primaire. Et donc, ça, c'est tous les facteurs de risque de la vie et tous les comportements et les habitudes de vie, avec un impact à plus long terme, mais pour le coup, c'est ça qui va fondamentalement changer la donne. Oui, alors voilà, c'est un peu la même question. On nous dit toujours, en France, on ne sait pas faire de la prévention. Quand vous vous déplacez un peu dans les autres pays, les États-Unis évidemment, mais enfin, pour ma part, très récemment en Grande-Bretagne, on se rend compte que même si on nous a dit que la prévention, notamment sur l'obésité, c'était mieux fait que chez nous, on n'en est vraiment pas persuadé. On voit des jeunes qui, effectivement, aujourd'hui, ont des comportements très, très mauvais, enfin, pour la santé, notamment dans les pays du Nord, de l'Europe. Qu'est-ce que vous en pensez? Et vous en profitez, est-ce qu'on va bientôt terminer, oui, pour nous parler un peu des États-Unis? ça vous obsède. Oui, allez-y. 3%, c'est le montant en moyenne dans les pays de l'OCDE des dépenses de santé qui sont allouées à la prévention. 3%. D'accord ? Il y a 20 ans, c'était 3% aussi. Sauf qu'il y a 20 ans, on a décidé à l'OCDE de commencer à se poser la question de savoir est-ce que c'est rentable, en fin de compte, d'investir dans la prévention? Est-ce que c'est quelque chose qui rapporte? C'était assez novateur à l'époque. C'était Julio Frank, qui était le ministre du Mexique, le ministre de la Santé mexicain, qui est ensuite devenu professeur à Harvard et président d'université aux États-Unis. Voilà, tiens, je recoupe sur votre passion. Il avait dit il faut absolument qu'on fasse the economic case of prevention. C'est en gros définir est-ce qu'on peut vraiment dire que la prévention ça marche. Donc ça fait 20 ans que nous on écrit sur ce sujet, qu'on développe des modèles, etc. Et je vous invite tous à consulter nos rapports parce que nous aujourd'hui on sait quelques mesures, enfin facteur de risque par facteur de risque, qu'est-ce que ça rapporte la prévention, quel est le retour sur investissement, et c'est pas nécessairement quelque chose sur du très long terme, parce que c'était une des questions de Julio Frank, c'était de dire à partir de quand ça rapporte. Quand vous faites un paquet fiscal sur le tabac, un certain nombre de mesures, ça rapporte dès la première année. En tout cas en France, on avait mobilisé un demi-milliard d'euros par an dès la première année. Pourquoi? Parce que ce n'est pas que le cancer, c'est toutes les décompensations de BPCO, c'est l'asthme chez les enfants en tabagisme secondaire, etc., etc. Donc tout ça, ça marche tout de suite et les ROI sont absolument colossaux. On part en 1 à 4 pour le tabac, 1 pour 8, 1 euro investi, 8 euros rendus sur l'obésité, etc. C'est vraiment, ça ferait pâlir des investisseurs en capital risque, vraiment ce type d'investissement. Donc c'est rentable et ça marche. Après, tout le monde ne fait pas bien dans tout.
Donc c'est ce qu'on fait, nous, c'est ce qu'on s'attache à identifier les bonnes pratiques et ensuite on modélise ces bonnes pratiques en disant si tout le monde faisait le mieux de toutes les pratiques, voilà ce à quoi on aboutirait. Alors, ma question est vraiment précise parce qu'on n'a plus que quelques secondes. Est-ce que M. Trump remet en cause Obamacare? Alors, c'est très difficile pour moi de commenter les contextes nationaux. Je vais prendre un peu le contre-pied de ce que vous dites. Il y a quelque chose de très paradoxal et de très surprenant dans l'actuelle administration. C'est que pour nous, en tout cas pour moi, je vais plutôt me désengager, m'engager personnellement et désengager mon organisation, il y a quelque chose de très intéressant, c'est Make America Healthy Again. Et ce point de vue-là, parce que l'actuel équivalent du ministre de la Santé américain a une capacité à intervenir dans l'ensemble des politiques publiques, ce que n'avaient pas ses prédécesseurs, parce qu'il a un rapport très particulier avec l'exécutif et il a une sorte de mandat pour cela. Et c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose qu'on promeut énormément, c'est le Health in All Policy, c'est la santé dans toutes les politiques. Et donc peut-être qu'il y aura quelque chose de plutôt intéressant qui sortirait de ça, modulo évidemment les points d'inquiétude que tout le monde a sur ce sujet-là. Oui. Et qu'il est tout à fait anti-vaccin, puisque vous parliez de Robert Kennedy, c'est ça, Junior. Bien, écoutez, alors moi je vous invite, on termine, en vous remerciant. Je vous invite, enfin celles et ceux qui sont très nombreux, qui nous écoutent et que nous saluons, à faire deux choses. D'abord, s'ils sont intéressés par ces sujets, c'est lire les rapports de l'OCDE. Ça paraît ardu, mais c'est vraiment intéressant. Et puis évidemment, avant l'été, charge et produit de la sécurité sociale. Le best-seller. Et là, cette année, c'est notre numéro spécial. Il faut partir avec à la plage. Voilà. Alors, vous apprenez beaucoup de choses et puis ça aide à dormir aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci Marguerite Cazeneuve et merci Guillaume Daudet.